Bonjour à tous. Je crois que je ne suis jamais allé aussi loin dans un épisode d'Histoire en jeu. Aussi loin dans le temps, on est bien d'accord, hein. Parce qu'aujourd'hui, on va remonter aux origines de l'homme, il y a presque 10 millions d'années. On va parler d'Ancestors, The Humankind Odyssey. C'est le premier jeu du studio montréalais Panache Digitals, créé en 2014 par Patrice Désilets. Il est connu pour avoir été le directeur créatif des premiers jeux Assassin's Creed. Ce jeu nous met dans la peau des ancêtres d'Homo sapiens et veut nous faire revivre l'évolution jusqu'à notre espèce. Ancestors a reçu un accueil assez mitigé. On lui reproche des graphismes un peu brouillons et un manque de didacticiel et de tutoriel. Mais peu de monde a regardé le jeu d'un point de vue scientifique. Alors Ancestors nous permet-il de comprendre la préhistoire des hommes et la théorie de l'évolution ? Réponse dans cet épisode. Merci au studio Panache Digitals de m'avoir fourni un exemplaire du jeu pour que je puisse le tester. Un très grand merci aussi à Patrice Désilets qui a accepté de répondre à mes questions et ça m'a beaucoup aidé à écrire cet épisode. La préhistoire, cette période qui a duré des millions d'années, c'est 17 jeux. En comparaison, la période contemporaine, c'est 947 jeux. Le premier jeu à parler de préhistoire, c'est Sapiens, sorti en 1987. C'était un jeu de survie qui plaçait le joueur dans la peau d'un sapiens qui devait chasser et accomplir différentes missions. Mais le jeu le plus connu, c'est bien Age of Empires, sorti en 1997. Ce jeu de stratégie en temps réel nous faisait revivre l'évolution de différentes civilisations entre moins 5000 et 800 après Jésus-Christ. Dans un autre genre, Ubisoft sort Far Cry Primal en 2016. Ce jeu d'action-aventure nous fait revivre un âge de pierre légèrement revu et corrigé. Sur ces 17 jeux, tous parlent de l'homme de Néandertal ou d'Homo sapiens. Il n'y en a aucun qui remonte au-delà de 3 millions d'années. En même temps, nos connaissances sur cette période sont assez limitées. Limitées à cause du manque de sources. Les paléoanthropologues qui étudient cette période se basent sur des vestiges archéologiques, principalement des bouts d'os qu'ils vont retrouver, à partir desquels ils vont déduire la taille, le sexe, les habitudes alimentaires, l'intelligence, la posture, ou même la vie sociale des individus. Les mecs, ce sont pas des scientifiques, ce sont des experts. Toutes ces raisons ont poussé l'équipe de Panache Studio à remonter à l'origine des hommes. Il fallait un sujet peu traité et une période qui permette de développer un jeu en monde ouvert basé sur les interactions entre le personnage et l'environnement. Bon, d'abord, il faut créer une lignée d'hominidés. Alors, les hominidés, ce sont les ancêtres communs des chimpanzés, des gorilles, des orang-outans et de l'homme actuel. Parce qu'en fait, on n'est pas les descendants des grands singes, mais des cousins. Quoique des fois... La séparation entre toutes ces espèces interviendra bien plus tard. Mais revenons là où tout a commencé, il y a 10 millions d'années. Le jeu commence avec une cinématique qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Waouh, le message est assez clair, le monde est hostile, le singe n'est pas l'animal dominant, Ancestors est un jeu de survie. On commence notre aventure dans la forêt tropicale africaine. On peut contrôler différents individus qui appartiennent tous au même clan. Et ce que l'on peut faire avec ces individus, ce qu'on appellera le gameplay, est à la fois simple et compliqué. Simple parce qu'on contrôle les mouvements de notre singe et ses différents sens, sa vue, son odorat et son toucher. En utilisant tous ces sens, on doit explorer notre environnement. L'ensemble de l'exploration repose sur des actions contextuelles qui se déclenchent en fonction des actions précédentes. Par exemple, saisir un objet encore inconnu déclenchera la possibilité de l'observer, et s'il s'agit de nourriture, l'observation déclenchera celle de la manger. Et c'est pareil pour tous les objets. Mais ça va plus loin encore. On peut gérer l'intensité de nos gestes. Par exemple, lorsque l'on saisit une pierre et que l'on veut taper sur une autre pierre, on peut gérer la force du coup. On le découvre en essayant plusieurs fois de réaliser l'action. Mais la difficulté de ce gameplay, c'est qu'il n'y a aucun tutoriel, aucune aide, sauf quelques petits panneaux qui expliquent les touches, c'est déjà ça. Mais sinon, vous devez tout découvrir tout seul. En même temps, les développeurs nous avaient prévenus dès le début. Ah ok, bon,
c'est pas très pédagogique, enfin... L'objectif de Patrice Désilets et de son équipe était de mettre un Homo sapiens dans la peau d'un hominidé. Le joueur devait ressentir la même sensation de découverte que le singe lorsqu'il découvre une nouvelle interaction ou une nouvelle ressource. Et c'est ça qui a déstabilisé beaucoup de joueurs. Mais il y a eu une vraie réflexion de la part des développeurs pour proposer une expérience aux joueurs très différente de ce que l'on peut voir et vivre dans d'autres jeux. Mais c'est vrai qu'en même temps, on reste des Homo sapiens, et donc il y a des interactions que l'on connaît déjà. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bah ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, Yoda. Bon alors petit à petit on commence à maîtriser notre environnement, à maîtriser les interactions, et on peut éventuellement s'aventurer un peu plus loin par rapport au camp. Mais cela ne servira à rien si l'on ne partage pas tout ce que l'on a découvert avec les autres individus. On comprend assez vite dans le jeu que tout ce que l'on réalise n'a de l'importance que si on est accompagné par un ou plusieurs enfants. Explorer seul, sans enfants, empêche toute transmission de savoir, puisqu'à l'époque, il n'existe pas de communication écrite ou orale. C'est vrai qu'en même temps, il n'y avait pas de bouquin à l'époque. Lorsque l'on porte un ou plusieurs enfants, chaque exploit, comme découvrir un repère, une nouvelle nourriture ou une nouvelle forme de vie, remplit une jauge neuronale que l'on pourrait comparer à de l'expérience. Cette expérience peut ensuite être dépensée dans des points de compétence. Ils sont répartis dans 4 ramifications autour d'un noyau central. Ces points de compétence permettent d'améliorer nos sens, l'ouïe, l'odorat ou l'intelligence, les interactions sociales, la réactivité en présence de prédateurs et la manipulation d'objets. Plus on pratique une catégorie, plus on débloque des points de compétence qu'il faut ensuite enregistrer en dépensant de l'expérience neuronale. On peut par exemple apprendre à passer un objet de la main droite vers la main gauche. Les compétences que l'on a bloquées sont ensuite conservées à la génération suivante. Parce que oui, l'objectif est de se reproduire pour perpétuer l'espèce, et donc il faut faire des enfants. Certains bébés vont naître avec une mutation spontanée. Lorsqu'elles apparaissent, on ne sait pas si elles vont modifier la dextérité, la motricité ou l'intelligence. Certaines permettront de mémoriser plus de lieux, d'autres de mieux gérer notre peur ou les altérations, et d'autres encore vont améliorer notre déplacement. Mais ça, on le découvre uniquement lorsque l'on saute une génération, une quinzaine d'années environ. Pour moi, c'est l'élément du gameplay le plus important du jeu. Et je suis pas le seul, des généticiens qui ont pu jouer au jeu ont été surpris par le réalisme de cette mécanique de gameplay. Le principe de mutation spontanée, c'est le cœur de la théorie de l'évolution de Darwin. Selon lui, des mutations spontanées de l'ADN apparaissent par hasard chez certains individus d'une espèce. Certaines mutations offrent des avantages par rapport à l'environnement. Ces mutations sont transmissibles aux descendants, et donc génération après génération, les variations avantageuses se répandent dans la population, puisque leurs porteurs ont plus de descendants et leur transmettent leurs caractéristiques favorables. Par contre, si l'environnement change, les aptitudes avantageuses ne seront pas forcément les mêmes, et la sélection sera orientée d'une façon différente. Au cours des générations, l'espèce peut ainsi se transformer et finalement aboutir à une nouvelle espèce, distincte de l'espèce initiale. C'est ce que Darwin a appelé la sélection naturelle. Par contre, je regrette qu'il n'y ait que des mutations positives. Parfois, des mutations peuvent être négatives. Alors ça peut être mignon, mais des fois... J'ai posé la question à Patrice Désilets et il m'a répondu que l'équipe s'était posé la question et qu'il pensait que ça n'apporterait que de la frustration aux joueurs. T'imagines, tu joues pendant 2 heures et ton espèce, elle a plus de bras. Dommage. Je comprends leurs raisons, mais à mon avis, ça aurait été un élément de gameplay hyper intéressant à exploiter. Ça aurait mis les joueurs face à une réalité génétique, parfois il y a des mutations négatives, et ça aurait mis les joueurs face à une réalité éthique. Que faire avec un descendant qui porte une mutation négative? Après, je sais pas, ça pourrait juste être une option dans le menu, mutation négative ou pas. Ça rajouterait un challenge pour certains joueurs, enfin en tout cas ceux qui le veulent. Enfin moi je dis ça, c'est pour aider, hein. Après tout, il y a bien un mode sans interface pour ceux qui veulent une immersion totale. Après avoir avancé de quelques générations, on peut faire un bond dans l'évolution. Le jeu fait le compte de toutes les prouesses qu'on a effectuées, le nombre d'enfants nés, le nombre de singes morts de manière non naturelle. Chacune de ces actions s'est vue attribuer de manière totalement arbitraire un nombre d'années bonus ou malus en fonction d'un seuil de difficulté. On avance de plusieurs millions d'années à chaque bond d'évolution,
et on interprète ensuite une nouvelle espèce, parfois connue, et c'est précisé, comme l'homme de Toumaï ou Lucie, mais parfois la nouvelle espèce correspond à aucune espèce connue. Avec ce système, Ancestors nous montre que nous ne connaissons pas parfaitement notre arbre phylogénétique. Il y a des chaînons manquants que l'on n'a pas encore découverts. Donc, pour résumer, on joue quelques heures, qui représentent dans le jeu des jours et des années, puis ensuite on fait un bond dans l'évolution de quelques secondes, qui représente des millions d'années. Déjà, c'est une nécessité de design. Vous imaginez un jeu en temps réel ? Mais cette nécessité technique peut être lue d'une manière scientifique. Si vous êtes un partisan de la théorie de l'évolution dite néo-darwinisme, ça veut dire que vous pensez que les espèces évoluent de manière graduelle, vous considérerez alors que les heures de jeu jouées par le joueur résument les millions d'années du bond qui suivent. Par exemple, vous avez joué 5 heures, et en fait, ça résume 2 millions d'années d'évolution. Au contraire, si vous êtes un partisan de la théorie dite des équilibres ponctués de Stephen Jay Gould et Niles Eldredge, alors, vous pensez que les espèces ont évolué lors de périodes ponctuelles, c'est-à-dire les heures jouées par le joueur, séparées par des périodes stagnantes, représentées par les bonds d'évolution. Le jeu ne fait pas le choix entre les deux théories de l'évolution principale. Après chaque bond d'évolution, nos singes se déplacent de la forêt tropicale vers la savane, et les paléoanthropologues ont bien montré que ça s'était vraiment passé comme ça. Là encore, par le visuel, le jeu nous fait passer des informations scientifiques vérifiées. Ancestors est un jeu de survie atypique qui a clivé les joueurs, certains ont adoré, d'autres ont détesté. Moi, personnellement, je le trouve très intéressant ce jeu. Pour voir qu'il ne voulait pas être un jeu pédagogique, je trouve que le jeu permet de comprendre beaucoup d'informations scientifiques et historiques. Mais pour ça, il faut regarder de plus près le gameplay, le game design et le level design. Le jeu s'arrête vers moins 2 millions d'années, juste avant l'apparition d'Homo erectus, et Patrice Desilets m'a dit que, normalement, il devrait y avoir d'autres épisodes qui vont suivre, ce jeu étant finalement l'épisode 1. C'est la fin de cet épisode 22 d'Histoire en jeu, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours le partager sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en parler aux proches autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien, salut!